En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va commencer par un temps de méditation.
Observez que tous les phénomènes dont vous êtes conscient sont par nature impermanents. Ils changent, ils se modifient, ils disparaissent. Ils sont dépourvus d'entités propres, d'existence propre. Ils apparaissent tous à partir de multiples causes, conditions. Et que si vous les saisissez, si vous les suivez, si vous les rejetez, dukkha apparaît immédiatement dans l'esprit.
Après ce temps de méditation, est-ce que vous pouvez dire que votre esprit est dans un état différent de ce qu'il était hier lors de votre dernière méditation? Plus fatigué, plus apaisé, plus agité, plus calme, plus lucide, plus clair, ou au contraire plus opaque? Ah, oui. Mm. Et oui, parce il est quand même très sujet comment, je trouve pas le mot, mais comment? Oui, aux sollicitations, voilà. Ouais, ouais. Eh oui. Et là, il y en a quand même moins. Donc c'est pour ça que les lieux d'entraînement, doivent favoriser quand même ce calme environnemental, qui est moins de sollicitations, effectivement. Je me demande s'il faut éviter de changer de support. Quand on commence à pratiquer, on choisit ou pas un support. Ouais, On en choisit un. ouais. Et si finalement ce support amène le contraire, en fait enferme, je sais pas, s'avère être inefficace, est-ce que c'est bien de changer? Est-ce que... Alors ça dépend où vous en êtes dans la pratique. Au début de la pratique, c'est bien de prendre un support sur lequel l'esprit a envie de se poser, déjà. Parce qu'on va lui demander un effort. Donc il faut... vous savez, c'est comme un enfant indiscipliné qu'on voudrait discipliner, quoi. Donc il faut trouver des moyens habiles. Alors, trouver déjà un support sur lequel l'esprit a envie de se poser. Et ça, même si on pratique depuis plusieurs années, il y a certains jours, certains moments dans la journée où on a besoin de prendre soin du support parce que l'esprit n'a pas forcément envie de méditer quand le gong sonne, quoi. Ça, c'est très intéressant aussi de voir que dans une structure où il y a des horaires, on ne va pas méditer quand on a envie de méditer. On va méditer quand c'est l'heure de méditer. Et c'est très différent. Et il faut faire avec. Si l'esprit n'a pas envie à ce moment-là, il faut trouver des moyens habiles pour être plus sympa avec lui et de façon à ce qu'il acquiesce. Et le choix du support peut être important là. Bon, après, on s'habitue à ce que, pas envie, ma foi, c'est comme ça. Et puis, le support, c'est celui qui est à ce moment-là. Et puis, point, quoi. Et l'esprit doit apprendre aussi à faire avec. Mais il faut un temps d'apprentissage, ouais. Rinpoche définit la méditation souvent comme étant le fait de se familiariser. J'aime bien ce terme parce que, il faut que, ça nous devienne familier. Et ça ne veut pas dire qu'il y a du plaisir à chaque fois qu'on retrouve son coussin, hein, mais on s'habitue petit à petit à méditer, quoi. Et quand vous ne prenez pas de support, à ce moment-là, attention, il faut que l'esprit reste clair, lucide, hein. C'est-à-dire qu'il n'est plus clarifié, si on peut dire, ou maintenu clair par le support, mais il est maintenu clair simplement par l'attention, quoi. Et ça, c'est plus compliqué. En général, on ne commence pas par méditer sans support.
Mais après, oui, il faut arriver à méditer sans support. C'est-à-dire à être juste dans la clarté de l'esprit. La luminosité, on parle de luminosité, cette espèce de vivacité, de lucidité de l'esprit. Le plus gros obstacle, je crois que c'est la torpeur, c'est l'opacité, parce que c'est difficile de s'en sortir. L'agitation, encore, on peut la canaliser. Et elle traduit cette agilité de l'esprit, cette clarté de l'esprit. Donc, alors, il ne faut pas trop se poser de questions à savoir pourquoi l'esprit est comme ça aujourd'hui. Il est comme ça. Il fait beau, quoi. On ne va pas se demander toutes les 5 minutes pourquoi est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, on constate, point, quoi. Et on s'adapte. S'il fait froid, ben, bien qu'il fasse beau, c'est le cas ce matin, eh bien on met un vêtement de plus. S'il fait bon, eh bien on enlève son vêtement, mais on ne va pas ruminer ça pendant un quart d'heure, à savoir pourquoi, comment. Fin janvier, il ne devrait pas faire ce temps-là, il devrait faire une autre température, etc., quoi. On prend le truc et puis c'est bon et on fait avec. Avec l'esprit, c'est un peu comme ça. On prend comme il est, on le prend comme il est et puis on fait avec. Faire avec, ça veut dire, eh bien, s'il est fatigué, eh bien, il y a des antidotes à cela. S'il est agité, il y a des antidotes. S'il est opaque, il y a des antidotes et on applique. Mais forcément qu'au début, on doit savoir comment est notre esprit et se dire, mais de quoi a besoin notre esprit, quoi. Et alors, eh bien, on applique toutes les instructions qu'on reçoit. C'est le moment de trier, de voir dans le tas quelle est l'instruction qui peut servir d'antidote à l'état dans lequel se trouve mon esprit là ce matin. Et puis il y a des jours, il y a des antidotes qui fonctionnent, et le lendemain, le même antidote ne fonctionnera pas. Ben oui, ben c'est comme ça. Il n'y a pas, ça ne veut pas dire que l'on médite mal, mais il n'y a pas à rechercher aussi un produit miracle. Hein. On fait avec, quoi. On fait avec. Il y a des jours, si vous apprenez un instrument de musique, il y a des jours, vos gammes sont catastrophiques. Hein. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, à la session d'après, eh bien, ça va tout seul et on a l'impression que ça sort tout seul. Mais en général, on se dit, ah bah tiens, là, ça y est, j'ai compris. Et on voit l'heure d'après que, pof, c'est tout à reprendre. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment acquis et qu'à chaque fois, ça sort bien. Eh bien, c'est comme ça pour le sport, c'est comme ça pour la méditation, et je crois que c'est un peu comme ça pour tout apprentissage, quoi. Hein. Alors, après avoir vu que tout est de la nature de dukkha, enfin non, ça c'est pas juste. On ne peut pas dire que tout est de la nature de dukkha, parce que si tout était de la nature de dukkha, alors on ne pourrait rien modifier, rien changer, voilà. Mais que dukkha peut être présent dans tout phénomène, dans toute chose. La nature de dukkha, on a vu, construction de l'esprit. Si c'est une construction, eh bien, si on démolit cette construction, il y a cessation de dukkha. Mais alors maintenant, comment démolir le truc, quoi? Et d'autant que, apparemment, c'est un truc qui est là, qu'on a construit, mais alors avec du béton armé. Hein. Il va falloir sortir quand même les gros outils pour démolir ça. Donc la voie menant à la cessation de dukkha. Et cette voie, c'est ce qu'on appelle le noble sentier. Et le noble sentier renferme toute la pratique. Le Bouddha ensuite a enseigné à partir du noble sentier, eh bien, à développer les points du noble sentier et vraiment de la façon la plus subtile, mais c'est toujours ces 4 nobles vérités que le Bouddha ensuite, jusqu'à sa mort, a développées, quoi. Il n'y a pas autre chose
en dehors de l'octuple sentier. Tout est compris dans l'octuple sentier et tout est compris dans les 4 nobles vérités. Je trouve que dans le Vajrayana, on ne parle pas beaucoup des 4 nobles vérités. Et tous les enseignements se résument aux 4 nobles vérités. Donc il faut les travailler, les retravailler. Et vous prenez n'importe quel traité du Dharma, sur la nature de l'esprit par exemple, c'est un aspect des 4 nobles vérités, quoi. Donc si vraiment vous voulez comprendre le Dharma, étudiez les 4 nobles vérités. Après, il y a certains points qui vous seront peut-être, où vous aurez davantage envie d'aller voir, eh bien, allez voir. Là, il y a des tas de traités là-dessus. Mais je suis surpris quand même de voir que dans la Sangha, il peut y avoir des personnes pour qui les 4 nobles vérités, ce n'est pas quelque chose de clair. Et ça, non, vous devez absolument connaître les 4 nobles vérités. Et je dirais même qu'on doit connaître les 4 nobles vérités, qu'on doit se pencher sur les 4 nobles vérités pour savoir si le Dharma est la voie qui nous convient. Ce n'est pas simplement parce que le Dharma est à la mode aujourd'hui, où on est copain avec le lama, etc. Non, non. Si nous sommes pratiquants du Dharma aujourd'hui, c'est parce que nous avons estimé que les 4 nobles vérités, eh bien, sont une réponse à ma recherche spirituelle. Donc, il est indispensable de connaître à fond les 4 nobles vérités. Parce que la 4e nous demande de nous engager, quoi. Ce n'est pas une simple théorie. Les 3 premières, on peut constater et on peut théoriser sur les 3 premières, mais la 4e, eh bien, elle va nous mettre en route, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir modifier quelque chose dans notre vie, et dans notre façon de vivre, et dans notre façon d'être, dans notre relation avec autrui, et dans notre façon de penser. Ça va modifier notre vie. Une voie spirituelle qui ne modifie pas notre façon de vivre, à mon avis, c'est du pipeau, quoi. Enfin, c'est sympa à étudier, voilà, mais ça sert à quoi? Et la transformation de notre vie, ça ne va pas se faire uniquement parce que je médite et que mon esprit se transforme, donc mon attitude, ma parole, ma pensée se transforment. D'accord. Mais pour commencer le chemin, il faut déjà modifier quelque chose dans notre vie. Parce que l'octuple sentier va reposer sur 3 points, sur l'éthique, sur la méditation, et puis sur la sagesse. L'éthique, ce n'est pas quelque chose que l'on va mettre en place dans X mois. Si on s'engage sur le chemin, eh bien, l'éthique, ça va être la première chose. Ça va être la base de notre pratique. Et vous avez 3 choses de l'octuple sentier, 3 éléments de l'octuple sentier qui vont faire partie de l'éthique. C'est l'action juste, la parole juste, et puis les moyens d'existence justes. Donc les moyens d'existence justes, eh bien, c'est une question qu'on peut se poser dès le départ du chemin. Et on parle de justesse dans les 8 éléments de l'octuple sentier, parce que c'est juste ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est juste dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça ne va pas créer de souffrance pour autrui,
Et ça, c'est un élément important de la voie. Encore plus dans le Mahayana que dans le Theravada, mais c'est présent dans le Theravada. Il ne faut pas penser, imaginer ou croire que l'amour, la compassion, la non-violence, tout ça, c'est quelque chose d'absent. Ce sont des notions absentes dans le Theravada. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Quelle est la différence? Où se situe la différence entre le Theravada, ce qu'on appelle et qu'on ne devrait plus appeler le petit véhicule, et le grand véhicule, le Mahayana? Où se situe la différence entre les deux? Qui a une idée? La compassion pour soi et pour les autres. Dans le petit véhicule, on s'intéresse plus à soi, et dans le grand véhicule, à tous les autres. Oui, c'est la motivation. C'est la motivation de la pratique qui fait la différence entre les deux. C'est-à-dire que le pratiquant du Theravada prend conscience de dukkha, connaît la différence de dukkha, l'origine de dukkha, et veut mettre un terme à dukkha, mais plus pour lui-même. La motivation de sa pratique, c'est sa propre libération. Voilà. Dans le grand véhicule, on comprend que ce souhait, cette aspiration à la libération, mais au fond d'eux-mêmes, tous les êtres ont ça. Si vous prenez tout ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, ça a été pour vous libérer de la souffrance. Ça a été pour être heureux. Si vous vivez aujourd'hui avec quelqu'un, vous ne vous dites pas « c'est super, ça fait 40 ans que je galère », quoi. Si vous avez créé une famille, chaque fois que vous avez eu un enfant, vous ne vous dites pas « ouais, super, c'est encore une galère de plus », quoi. Hein? C'était quand même pour être heureux, quoi. C'était la conception du bonheur, etc., qu'on peut avoir. Et nos choix de vie, enfin, c'est à partir de là, quoi, non? Vous êtes d'accord, non? Des fois, on se plante, je suis bien d'accord. Quelquefois, on ne prend pas le bon moyen pour être heureux, ou alors on confond. On peut confondre aussi bonheur et plaisir, bonheur et confort. Ça, d'accord. Mais quand même, tout ce que nous avons fait dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même pour être heureux, quoi. Si on a une maison comme ci, c'est pas seulement pour se protéger du froid, mais c'est aussi parce que on estime que ça va être agréable, et si c'est agréable, mon esprit va être paisible, etc., etc., quoi. Donc cette aspiration au bonheur, nous l'avons tous, même un animal, quoi. On va venir me raconter que leur esprit n'est pas fini, ou je ne sais pas quoi, il y a des personnes qui pensent ça. Oui, c'est peut-être différent, c'est pas le même le même cerveau que le nôtre, mais aucun animal n'a envie de souffrir, quoi. Aucun animal n'a envie de souffrir. Regardez les insectes, approchez une flamme d'un insecte, vous savez, il ne va pas être là comme ça, regardez la flamme, il sent que c'est dangereux pour lui, il se tire. Et tous les animaux sont comme ça, quoi. Regardez un animal face à un prédateur. Il fait tout pour échapper, quoi. Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de mourir, personne n'a envie d'être tué, quoi. Mais personne. Donc cette aspiration, nous l'avons tous, même les animaux l'ont. Donc dans le Mahayana, on étend cette aspiration à tous les êtres. Il n'y a pas de différence entre moi et les êtres. Nous vivons tous la même chose, nous avons tous cette même aspiration. Donc ce n'est pas suffisant de rechercher la libération pour soi-même, mais le bodhisattva, puisque c'est la notion même du pratiquant du Mahayana, cherche la libération, mais pour tous les êtres aussi. Mais alors il faut qu'il la ressente très fortement pour lui-même. Le bodhisattva, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de la libération des autres, et puis tant pis, lui, non, lui, il ne compte pas, quoi. Ça, ce n'est pas un point de vue bouddhiste. Quand Rinpoche nous dit
mais vous pratiquez pour tous les êtres, c'est-à-dire y compris pour vous-même, quoi. En Occident, des fois, ça passe mal, ça, hein, parce qu'il n'y a pas de l'orgueil là-dedans. Mais non, on pratique pour tous les êtres, avec équanimité, pour soi et pour les autres. Donc ça, c'est là où se situe la différence, si vous voulez, entre le petit véhicule et le grand véhicule, quoi. Hein. Oui? J'ai beaucoup entendu dire quand même entre le petit et le grand véhicule, il y a une histoire d'égoïsme. Une histoire? D'égoïsme. Mais ce qui me semble, je vais peut-être me tromper, c'est que dans le grand véhicule, on est persuadé d'avoir la nature de Bouddha. Donc on peut faire quelque chose pour tous les êtres. C'est peut-être ça la différence. Dans le petit véhicule, ils sont persuadés d'avoir la nature de Bouddha aussi. C'est un élément clé pour toute voie du Dharma. Et ce n'est pas propre au grand véhicule. Non. Mais alors comment envisager sa propre libération, de moins souffrir indépendamment des autres? Mais ça, c'est toute le débat qu'il y a entre le petit et le grand véhicule. Dans le grand véhicule, pour les mahayanistes, l'état d'Arat n'est pas l'état d'éveil ultime. C'est un état de réalisation qui permet la libération du samsara. Oui. Mais il manque justement quelque chose à cet état, c'est l'activité éveillée, c'est-à-dire l'activité altruiste, spontanée, qui naît. Et il est dit que, alors ça c'est la petite guéguerre, mais il est dit que quand un pratiquant du Theravada réalise l'état d'Arat, eh bien, la compassion, cette bodhicitta qu'on appelle dans le Mahayana, cette bodhicitta s'élève naturellement dans son esprit. Et à ce moment-là, eh bien, il devient un bodhisattva. Donc, il devient un pratiquant du grand Maya, du Mahayana, si vous voulez. Hein, voilà. Mais c'est... Oui, voilà, on peut voir ça comme ça aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est dans cette motivation du pratiquant que se situe la différence. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans le petit véhicule, il n'y a pas d'amour et de compassion. C'est faux, quoi. Mais c'est faux. C'est vraiment faux. Il pratique l'amour et la compassion, et voilà. Mais c'est dans la motivation. Il cherche la libération personnelle. Voilà. Et cette éthique, eh bien, pourquoi on parle de ça? Ah oui, parce qu'on en était à l'éthique. Eh bien, l'éthique, elle va reposer sur cette considération-là. Comment est-ce que ma façon de vivre est cause de souffrance pour moi, mais pour autrui aussi? Et là, il y a des changements à apporter dans l'immédiat. Hein, quand on voit comment nous vivons, et si l'on prend conscience que bien ça, ce n'est pas conforme à l'éthique, parce que ça blesse autrui, c'est en... Comment... Oui, je trouve pas mes mots ce matin, mais c'est en dépendance du bien-être ou de la vie ou du bonheur d'autrui, eh bien, je dois modifier ça. Les moyens d'existence justes, eh bien, c'est cette réflexion-là, quoi. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas toujours modifier notre moyen d'existence. Et puis, nous, Français, nos impôts, eh bien, on construit des armes. Il y a une partie des impôts qui construisent des armes. Est-ce que c'est un moyen d'existence juste? Sans doute pas, mais on y participe quand même. Simplement par le fait d'avoir pris naissance ici, quoi. Vous allez me dire, on ne va plus payer ses impôts, comme ça on ne participera pas à l'armement. Mais vous savez, ça c'est une... Pardon? Ça arrange pour être non imposable.
Ça, après, vous bidouillez comme vous voulez, mais suite à votre réflexion sur l'éthique, très bien. Mais en tout cas, le Dalai Lama, quand il était à Bercy, à Paris, je ne sais plus en quelle année, eh bien, il avait commencé sa conférence comme ça, quoi. Il avait rappelé que par le fait d'être français, il y avait un karma. Il y avait un karma collectif par le fait que eh bien, la France est un producteur d'armes. Il avait rappelé, il avait commencé sa conférence comme ça, quoi. Ben oui. Alors, bon, à notre niveau, déjà, on peut voir eh bien, que si notre moyen d'existence porte préjudice à autrui. Il y a quelqu'un, il y a des années de ça, mais quelqu'un avait été voir Kalu Rinpoche en larmes en disant « mais je travaille dans un abattoir ». Et Rinpoche lui avait répondu « est-ce que vous pouvez changer ?» Et il lui avait dit « mais je ne sais pas quoi faire d'autre, quoi. » Alors il lui avait dit « si vraiment vous ne pouvez pas changer de métier, récitez des mantras à chaque animal que vous abattez, quoi. » Mais pour vous dire que cette réflexion, eh bien, pour certaines personnes, il n'y a rien d'obligatoire, mais l'éthique repose sur le fait d'être le moins possible la cause de souffrance pour autrui. Et de temps en temps, il faut quand même se rappeler ça, parce que ça touche les moyens d'existence justes, mais ça touche aussi l'action juste, quoi. Autre aspect de l'éthique. Et l'action juste, oui, on veut bien ne pas tuer quelqu'un, etc. Mais la mouche qui me dérange l'été, moi je vais chez des personnes bouddhistes où je vois des scotch là, qui pendouillent avec des dizaines et des dizaines de mouches collées dessus, ben je me demande bien si c'est une action juste, hein. Enfin, je me demande pas, quoi. C'est-à-dire que ça doit modifier quelque chose, cette réflexion-là doit modifier quelque chose, eh bien, dans notre façon de nous débarrasser des intrus, de ce que l'on n'aime pas, de ce qui nous gêne. Alors vous allez me poser tout de suite la question, et les puces de mon chien, qu'est-ce que j'en fais? Quelquefois, alors on peut anticiper, voilà, voilà. Et puis quelquefois, ben, on est obligé ici par exemple, on est obligé à peu près chaque année, hein, d'appeler les pompiers pour des frelons, quoi. Ah ouais. Ben oui. Et on ne peut pas se dire, on est bouddhiste, on laisse ça, quoi. Ah, c'est pas des guêpes, quoi, c'est ça. Ben non, oui. Et c'est des gros trucs comme ça. Et quand l'été, il y en a partout, et bien, vous êtes obligé d'appeler les pompiers. Moi, je me souviens d'un centre où il y avait des rats comme ça qui traversaient la cour. Ah oui, on est bouddhiste, bah, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de vivre. Vous savez, il y a la commission sanitaire qui est passée, qui a dit, vous avez 18 jours pour dératiser, sinon on ferme votre truc, quoi. C'est clair. Au Tibet, quand il y avait trop de rats ici, ben, c'était pas grave, ils les laissaient, ils construisaient là. Voilà, c'est une autre façon de vivre. Mais nous, on ne peut pas vivre de cette façon, quoi. Donc, il y a quelquefois, on est bien obligé d'utiliser des méthodes. Ouais. Mais il y a une réflexion à avoir par rapport à ça, quoi. Et on ne peut pas se dire bouddhiste et puis installer un machin qui colle les mouches pour se débarrasser des mouches, quoi. Chercher, trouver un autre moyen que de faire mourir des mouches à petit feu en plus, en se collant sur une espèce de scotch, là. Enfin, voilà, quoi. Non, ça, ce n'est pas bouddhiste, quoi. Être bouddhiste, c'est pas simplement s'asseoir et méditer, mais c'est aussi vivre dans un environnement, eh bien, en accord avec ces 4 nobles vérités, quoi. Alors après, vous allez me poser la question, mais est-ce qu'il faut être végétarien ou pas? Alors, il n'y a rien de dit dans les textes. Mais poussez un peu la réflexion, quoi. Et concluez. Concluez ce que vous voulez conclure, mais concluez en étant clair avec vous-même, quoi. Parce qu'on n'est pas dans un pays où on est obligé de manger de la viande. On peut se nourrir et de façon équilibrée autrement. Voilà. Après, il y a une question de goût. Après, il y a une question d'habitude.
Est-ce qu'on est obligé de chasser, par exemple, aujourd'hui, pour se nourrir? Non. Les chasseurs, quand vous discutez avec eux, hein, dernièrement, hein, il y avait un cerf énorme en bas, là, ouais, énorme. Et les chasseurs étaient là, et c'est un copain, en plus, qui venait de le descendre. Et il était encore fumant, le cerf. Et alors, il me dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est le premier que je tire, etc. Je lui dis, il faut que je vienne discuter avec toi, parce que je ne vois pas le plaisir que tu as à avoir abattu cet animal, quoi. Et alors, il faut que j'aille discuter, simplement discuter, mais voir ce qu'il éprouve comme plaisir par le fait d'avoir abattu cet animal, qui ne demandait absolument pas à mourir et qui n'avait sûrement pas envie non plus d'être abattu, quoi, hein. Et que quand il a été coursé, eh bien, il a dû ressentir, vous imaginez. C'est un copain à vous? Oui, oui, que je connais, du patelin, oui. Et alors? Non, mais d'accord, c'est difficile d'être copain avec les chasseurs. Et alors? C'est pas. Mais voilà, j'aimerais bien discuter avec lui du plaisir qu'il a, quoi, à dominer cet animal par le fait de l'avoir abattu, etc. Bon, mais ça, on peut comprendre, on peut ne pas partager ça. Hein, ça, c'est. Voilà. Mais ça, je voudrais justement qu'il m'explique. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais ouais. Est-ce qu'on peut se permettre de pousser la réflexion sur cette thématique-là? Ouais. Je pense qu'ici on est tous d'accord qu'il n'est pas concevable de prélever une vie pour satisfaire nos papilles gustatives. Et quand on sait comment est produit aujourd'hui, enfin déjà comment est considéré l'animal comme un produit manufacturé, qu'on presse, et donc quand on pose la réflexion sur les produits laitiers, j'ai du mal. La partie sujet qui me titille, parce que je ressens la souffrance, et ça va le faire. Je reparle, dans le laitage, il y a énormément de souffrance. On en consomme ici, quoi. Ouais. Est-ce que c'est juste? Oui, ben voilà, tout ça, c'est une réflexion à avoir. Et ouais. Je ne juge pas. Hein. Oui, oui, bien sûr. Moi, je fais ce que Bien je sûr. fais, comme tout le monde fait ce qu'il veut. Bien sûr. Si on entre à cette question-là, elle est délicate. Et je pense qu'il faut amener jusqu'au bout. Si on Ouais. jusqu'au bout, on touche ce qui relève, à mon sens, et ça n'engage que moi, ce qui est de l'exploitation animale. Mais Ça va oui. loin, parce que c'est la nourriture, c'est comment on se vêtit, déjà quel rapport on a avec eux. Ça va Bien très sûr. loin. Ouais. Et on comprend que effectivement, en fonction d'où on est contraint à faire des compromis avec certaines choses. Oui. Un Esquimau qui vit au pôle Nord ne pourra pas avoir dans son assiette des légumes, il est contraint de tuer Bien sûr. des poissons pour Bien son sûr. et de se prélever des peaux. Ouais. Ouais. Nous aussi, on a davantage de choix. Mais à ce moment-là, porter du cuir, porter de la laine, etc. Hein, ça, c'est. Oui, oui, c'est pas juste à la mode d'être vegan. Hein, ça peut être le fruit d'une réflexion et d'une philosophie. C'est même plus intellectuel. Vous voyez comment je réagis, ça me presse. Et là, justement, j'aimerais qu'au travers de la pratique, je puisse reconnaître ça et ne pas être systématiquement comme Oui. être débordé. Ça me saoule. Alors, en même temps, cultiver quelque chose, c'est au détriment de certains êtres aussi. C'est-à-dire que notre vie, de toute façon, est en dépendance de la vie d'autres. Ça ne peut pas être autrement. Mais c'est après à chacun, et c'est pour ça que le dharma n'impose pas, mais c'est à chacun de voir comment il peut réduire cette dépendance pour sa propre vie, cette dépendance de la vie d'autrui, quoi. Voilà. Sur le premier chemin, parce que moi j'ai consommé de la viande. Mon père est chasseur, responsable chasseur d'une région, c'est pour vous dire que je connais bien un petit peu la thématique. Je pense que la première des choses, moi j'ai longtemps questionné justement avec mon père, sur cette thématique-là. Ouais, ouais. C'est prendre conscience de. Je pense que la première porte à ouvrir, c'est effectivement si je prends conscience Ouais. de la nature de l'animal Ouais. et de sa souffrance, je peux commencer à réfléchir. Et, Tout à fait. Et j'ai croisé des chasseurs qui ont une conscience animale, mais pour autant,
Il y a une chose sur laquelle j'ai jamais eu une réponse intéressante, c'est lorsqu'ils se prennent en photo. Ouais. Les gibiers abattus. Oui, oui, On oui, ressent oui. une fierté, on ressent une puissance, une domination à laquelle j'ai jamais eu une explication. Ça remonte à l'époque des cavernes à mon avis. Peut-être, mais c'est encore là. Ouais, c'est encore là. Dimanche, Ouais. voilà. Enfin, Ouais. on est en bas, hein, vous voyez comment ça se passe. Hein. Oui, 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 oui. Ils sont là, Et puis, mon père était chasseur et de Grenoble, il venait en Moselle pour faire des grandes chasses, pour abattre sangliers, cerfs et compagnie. Et un jour, comme ça, il nous a averti, il nous a annoncé qu'il était fatigué de tuer des animaux et qu'il raccrochait son fusil, il ne l'a jamais décroché, quoi, depuis. Donc il y a eu une prise de conscience chez lui, et voilà. Mais, ouais, ouais. Et on n'est pas obligé aujourd'hui de chasser, de tuer pour se nourrir. Hein. Effectivement, il y a dans certaines régions, oui, mais Qu'est-ce qu'on peut penser de l'utilisation des animaux dans le sport? Comme les courses de chevaux, est-ce que c'est c'est quand même aussi une souffrance pour l'animal? ah ben, je pense, dans les vœux de moine, il y a un des vœux qui consiste à ne plus se faire tirer par un animal, quoi. Vous aviez le précédent Bokar Rinpoche, enfin, alors attendez, parce que l'actuel, il a une dizaine d'années, une douzaine d'années, donc le précédent est celui qui est mort en 2004, et donc son prédécesseur au Tibet se déplaçait toujours à pied, parce qu'il ne voulait pas se faire tirer par un cheval. Et ces moines ont été obligés de le supplier, et ils refusaient, et les voyages duraient des semaines et des semaines, mais parce qu'il avait cette conscience-là, quoi. Et alors quand on dit ne pas se faire tirer par un animal, il y a aussi ne pas se faire tirer par un humain. Hein. Parce qu'en Inde, encore aujourd'hui, vous vous faites tirer par un humain, quoi. Hein. Mais par un animal, c'est pareil, quoi. Bah oui, les rickshaws, tout ça, quoi. Ouais. Mais alors suppose, je me permets, Maxou est chien visiteur. Maxou, quoi? Il est chien visiteur, c'est-à-dire qu'une fois par mois, je vais dans un EHPAD avec lui. Ouais. Ah oui, chien visiteur. Il y Ouais. a des personnes très 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 âgées Ouais. qui sont là. Et puis pendant une heure, Hmm. bidou, il se fait porter, il se fait cajoler, il fait. Voilà. Et quand on part de là, bon, moi je suis toujours en pleine forme, hein, mais alors lui, il est à la ramasse. Parce qu'il a été sollicité pendant une heure, vraiment beaucoup, qu'il n'en a pas l'habitude. Et puis je pense que il doit sentir, je ne sais pas. Et quand je sors dehors, enfin quand je rentre, je ne le vois plus, quoi. Il dort pendant 2 heures, il est complètement crevé. Alors, à la lumière de ce que je viens d'entendre, moi j'étais assez sereine avec ça parce que je me disais que c'était quand même très bien pour les humains qui ont. Mais pour lui, maintenant je me dis, là tout à coup, je me dis, mais est-ce que c'est. Vous savez, il y a des tas de choses que l'on fait, et puis on ressort de la situation complètement HS. Hein. Il y a des tas de choses que l'on fait pour aider les autres, desquelles on ressort complètement HS. Hein. Mais qu'on choisit de faire. Ben oui. Là, l'animal ne choisit pas. On impose d'une certaine manière. Ouais. Pardon? Il pourrait manifester sa C'est vrai. déprogrammation. Le connaissant, il pourrait. Oui, enfin. Est-ce qu'il grogne, est-ce qu'il râle? C'est
aussi le rapport que le maître a avec son animal. Oui, bien sûr. Et l'animal en question, on peut aussi voir qu'il faut qu'il se dépense, quoi. Oui, je sais qu'il y a toute une panoplie de réflexions là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce genre de réflexion parce que c'est à partir de cette réflexion-là et de prise de conscience que l'on va modifier quelque chose dans notre comportement. Et notre éthique, elle se base là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'imposé. Il n'y a pas des préceptes qui nous sont imposés parce qu'on est bouddhiste. On doit adopter des préceptes, une façon de vivre à partir d'une réflexion. Et cette réflexion, effectivement, on peut la pousser vraiment jusqu'à très loin, mais cette réflexion, elle doit porter sur la souffrance que l'on occasionne par le fait simplement de vivre à autrui. Comment réduire ça? Voilà. Et c'est une question qu'on doit avoir, quoi. Et je trouve qu'elle est trop peu développée chez les pratiquants, quoi. Parce qu'on veut bien l'éthique de façon générale, mais on continue de bazarder le moustique qui est là, ou, etc. Ben non, non. Il n'y a pas différence de valeur entre les êtres, quoi. Hein. Oui. Je voudrais juste rebondir là-dessus, justement, sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'éthique repose sur le fait d'être le moins possible cause de souffrance pour autrui. Ouais. Là, en l'occurrence, sur le sujet des animaux dont on parlait, on a pris certains cas, les rats, Ouais, ouais. je sais pas, ce qu'on disait tout à l'heure, où on justifie du coup de tuer l'animal. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là qu'on justifie d'un point de vue éthique que la vie de l'humain a plus raison d'être que celle de l'animal qu'on décide de tuer pour préserver l'humain? Bah, réfléchissez et répondez par rapport à ce que vous vivez vous, quoi. Il n'y a pas de règle dans le dharma qui va... mais c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, bon, vous me direz, on n'en prend plus parce qu'il n'y a plus d'insectes. Mais à chaque fois qu'on roule en voiture l'été, le soir, il y a combien d'insectes? Il y en a de moins en moins. Mais il y a combien d'insectes qui se prennent le pare-brise, quoi? Alors, bon, bah, on arrête de rouler, alors. Je veux dire, vous ne pourrez pas... Il y a une voie en Inde qui est née en même temps que le Bouddha, hein, que le bouddhisme. C'est le jaïnisme. Et le jaïnisme, pour le Bouddha, c'était complètement extrême. Ils se sont rencontrés, le fondateur du jaïnisme et le Bouddha. Il y a eu des échanges entre eux. Et eux, ils se baladent avec un masque pour ne pas absorber de micro-êtres. Bon. Ils filtrent l'eau. Oui, ils époussettent avant de s'asseoir ou avant de marcher, etc. Bien. Quand ils filtrent l'eau, mais les êtres qu'ils filtrent, ils sont où? Dans le filtre. S'il y en a, ils sont dans le filtre. Alors ils ne les absorbent pas, d'accord, mais ils font quoi dans le filtre? Et vous ne pouvez pas de toute façon vivre au détriment sans vivre au détriment de quelques êtres, quoi. Oui, c'est sûr. Mais oui, le fait de marcher, les Gelong, par exemple, on a le vœu de ne pas marcher dans l'herbe. Ben, vous restez chez vous, quoi. Hein. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on marche dans l'herbe, on écrase des insectes. On peut écraser des insectes, en tout cas. Tondre la pelouse, c'est un massacre. C'est un massacre. Pardon? Mais le bêcher, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Alors après, oui, il y aura toujours des êtres qui, par le fait de vivre, eh bien, on va être dépendant de la vie de certains êtres. Ouais. Et on estime que oui, l'être humain a plus de valeur parce que, eh bien, dans le Dharma, il y a seul l'être humain qui peut avoir cette conscience d'une libération possible. Voilà, mais... Pourquoi ça donne plus de valeur? Là, c'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. Ça crée une distinction. Oui. Oui, mais il y a rien qui est dit... C'est contradictoire d'ailleurs, parce que c'est quelque part c'est contradictoire avec l'autre précepte qui dit tous les êtres ont un droit égal à la libération, etc. Ils ont tous la potentialité de libération, oui, ça, oui. C'est difficile de trouver Ah ben oui, oui, le positionnement du curseur. oui, oui. Pardon? Je trouve ça très bien que ça soit difficile. Que ce soit difficile, mais bien sûr, Je trouve ça très bien bien sûr. parce que ça nous interroge à chaque fois. Oui, Et quand on a décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution, on sait qu'on n'est pas dans l'idéal. tout à fait, Parfois, si parfois tout à fait. il n'y a pas d'autre solution, Ouais. mais on en a une profonde conscience. Oui. Et c'est très bien Ouais. que ça reste. Mais vous savez, c'est pas de bon cœur qu'on appelle les pompiers pour le nid de frelons. Il y avait un nid de frelons comme ça. Voilà. Ce n'est vraiment pas de bon cœur et on se met en pratique quand ils sont en train d'agir, etc. Bon, les pratiques que l'on fait pour les personnes décédées, hein, pour les êtres décédés, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ou alors on laisse tout et puis on s'en va, quoi. Et puis je vais vous dire, si quoi? Non, mais s'il y a quelqu'un qui est allergique et qui vient. Mais même s'il n'y a pas quelqu'un d'allergique qui vient, toute personne qui vient, vous savez, c'est la première chose qu'elle va faire. Elle va aller au secrétariat, au bureau, en disant « Mais vous avez vu les frelons, ce n'est pas possible de rester ici, quoi. » Même si elle aspire un très grand idéal, vous allez voir, le jour où elle aura 3 frelons dans sa chambre, elle saura trouver le responsable du centre pour dire « Là, il faut faire quelque chose. » Voilà, il y a des règles sanitaires. Oui, alors il faut aller vivre en Inde. Mais et encore, et encore. Et aller vivre en Inde, vous allez voir que vous allez aspirer à revenir. Mais bon, voilà, vous voyez, ça ouvre tout un espace de discussion et qui est ouais, très intéressant parce que l'éthique, eh bien, c'est à partir de cette discussion-là qu'on l'adopte. Et ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Nous devons prendre conscience de notre façon de vivre et de l'impact que notre façon de vivre a. Et dans un premier temps, réduisons cet impact. Et cette discussion n'est jamais terminée, à mon avis. Ouais. La parole juste. Alors, dans l'action juste, eh bien, on va éviter donc de tuer, on va éviter de voler, on va éviter d'avoir une inconduite sexuelle. On va éviter... ah ben non, ça fait partie de la parole juste. Mais dans la parole juste, eh bien, on va éviter de mentir, on va éviter, toujours avec la motivation de blesser, éviter de mentir, éviter de calomnier et d'avoir des propos blessants. Et puis, il y en a un quatrième dans les paroles. C'est les propos futiles. Bon, on en a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hein, voilà. Et puis, il y a eh bien, l'action juste, ça s'étend à notre façon d'agir. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est le fruit d'un facteur perturbateur? Voilà. Est-ce que j'agis parce que mon esprit est sous l'emprise de la colère, de l'aversion, du désir-attachement,
ou de l'indifférence. Voilà. Et puis vous rajoutez la jalousie et l'orgueil à ça, et vous avez ce qui qualifie tous les actes que, en gros, les êtres accomplissent dans le samsara, dans un état d'esprit samsarique. Or, on voit bien que ces facteurs perturbateurs, c'est dans notre esprit que ça s'élève dans notre esprit à partir de l'ignorance fondamentale, qui est une construction de notre esprit, donc c'est bien l'esprit qui est le moteur de nos actions et de nos paroles. Mais action juste, parole juste et moyen d'existence juste, eh bien, effectivement, ça nous concerne et ça nous titille tous les jours, quoi. Dans l'instant présent, comment est-ce que j'agis? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que ce que je dis, c'est le fruit de mon impulsivité? Ou est-ce que je développe une attention par rapport à ce que je dis, la façon de le dire, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir mièvre et complètement plat. Voilà. Si je dois dire quelque chose qui va déplaire à l'autre, eh bien je dois le dire. Mais comment vais-je le dire? Ça, c'est différent. Et je trouve que la façon de dire les choses, eh bien, on doit beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que c'est souvent justifié ce que l'on a à dire. Si on doit dire quelque chose de pas très sympa à quelqu'un, ça peut être justifié. Mais la façon de le dire, ça, c'est plus délicat, je trouve. Donc voilà, les trois éléments de l'octuple sentier qui forment la conduite éthique. Et l'éthique, eh bien, est la base. On commence par ça. Non pas qu'on commence vraiment par ça et puis qu'on ne s'occupe que de ça, parce que l'octuple sentier est une voie qui doit se pratiquer de façon générale et non pas, on ne commence pas par les 3 points de l'éthique et puis une fois que ça c'est vraiment développé, alors on s'occupe de ce qui constitue la méditation par exemple. Non, on va tout pratiquer ensemble. Alors après, la pratique de la méditation, c'est l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. L'effort juste, hein, l'attention juste et la concentration juste. L'effort juste, bah oui, ça va demander une régularité, la pratique. Ça, c'est clair. Et on fait tous l'expérience que sans la régularité, hein, eh bien, on se rappelle que la méditation peut nous apporter quelque chose quand ça ne va pas bien, mais quand ça va bien, bouf, on laisse un peu tomber. Et puis, il n'y a pas vraiment de résultat s'il n'y a pas régularité. Pourquoi? Parce que l'esprit est trop faible, il est encore sous l'emprise de beaucoup de tendances, et que lorsqu'il n'y a pas cette attention, eh bien les tendances, elles reprennent de la puissance et puis elles réenvahissent l'esprit. Les tendances, c'est quoi? C'est cette façon de, on en parlera plus tard, mais c'est cette façon de réagir qu'on a, rapide, presque spontanée, presque naturelle, face à tel contact avec tel ou tel élément, tel ou tel phénomène. Eh bien, s'il n'y a pas d'attention, on se rend compte qu'on s'est laissé avoir, mais on est déjà sous l'emprise de la tendance, quoi. Donc l'effort juste est nécessaire. Il y a la régularité, et pas seulement pour la pratique, mais je crois que pour tout ce que l'on veut réaliser, eh bien, il va falloir une régularité. Il y a l'enthousiasme du début. Alors ça, c'est très... alors ça, je ne sais pas si on le voit encore beaucoup, mais on a vu beaucoup ça en Occident, moi je trouve, il y a une trentaine d'années. Il y avait l'enthousiasme du début. L'enthousiasme du Dharma qui arrivait en Europe. Et en Occident de façon plus générale. Ça, c'était alors vraiment un gros enthousiasme. Il y avait une énergie incroyable qu'on ne trouve plus dans les centres aujourd'hui. Hein.
Mais ne serait-ce que les week-ends, tout le monde était debout à 4h, 5h du matin, quoi. Et ça se prosternait, ça faisait les nundros, et ça y allait, et voilà. Et quand il y avait un Rinpoché qui venait, on était là, mais si le Rinpoché partait à Paris, tout le monde mettait les gosses, les valises dans la valise, et tout le monde... C'était un peu style 68 arts, si vous voulez, mais ça marchait très bien, il y avait une énergie incroyable. Et tout le monde partait à Paris, tant pis, on prenait la tente, on ne savait pas trop où on allait dormir, mais on y allait quand même, on ne se posait pas tant de questions, à savoir s'il y a le Wi-Fi, s'il y a le confort, s'il y a si... On y allait. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce maître-là qui ensuite partait, par exemple, et on voulait recevoir de lui eh bien, ses instructions, etc. Moi, je ne me souviens de Pao Rinpoché, c'était comme ça, quoi. Et il était en Normandie, à Vajradhara, il nous donne une initiation, et il dit, demain, je suis à Paris, je donne l'initiation de Sangye Menla. Mais le soir même, quoi. Vajradhara s'est vidé, quoi. On l'a suivi, et on ne savait pas où on allait dormir, quoi. Et c'était assez courant comme ça, hein. Vous aviez un Rinpoché qui avait sa sangha, vraiment sa sangha, et qui leur disait, voilà, vous avez 6 mois, vous bossez, vous faites de l'argent pendant 6 mois. Alors, à l'époque aussi, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de, hein, les conditions étaient différentes aussi, hein. Mais sa sangha faisait des petits boulots pendant 6 mois, mettait de l'argent de côté, et 6 mois après, il leur disait, eh bien voilà, je suis en Australie, maintenant je donne des enseignements en Australie. Pfff, toute la sangha prenait un avion et filait en Australie pendant 1 mois et demi. Puis il leur disait, maintenant vous repartez 6 mois, vous faites de l'argent, puis je vous recontacte. Et ça marchait comme ça. Oui, aujourd'hui ça marcherait sans doute plus comme ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre, la situation économique a changé et on ne peut pas se permettre de vivre comme ça. Mais il y avait une énergie incroyable. Mais ça, c'était, moi je trouve, l'enthousiasme du début, quoi. C'est-à-dire une espèce de passion, une espèce ouais, d'enthousiasme très fort, parce qu'on découvrait quelque chose. Et bon, je ne suis pas dans les premiers, hein, quand même. Mais on a pu quand même, ma génération, on a pu quand même sentir ça, quoi. Et alors, c'était aussi les pratiques le matin, quoi. Moi, je me souviens, on a fait les prosternes, un endroit, mais on passait à travers le plancher, quoi. On voyait ce qui se passait dessous, quoi. Mais tant pis, quoi, on mettait la planche par-dessus, et puis il y avait que là pour les faire, et ben ma foi, on les faisait, et puis on ne se posait pas de questions. On faisait, on avait envie, il y avait une énergie incroyable. Après, je ne sais pas trop ce qui est resté de tout ça. Parce que l'enthousiasme était maintenu aussi par le fait de changer constamment de lieu et de pratique. Après quelques années, on avait un stock de textes de pratique, mais comme ça, quoi. Je regarde là parce que je l'ai encore, quoi. Et on avait... mais qu'est-ce qu'on a pratiqué vraiment à fond là-dedans? C'est-à-dire que l'enthousiasme était énorme, mais parce qu'il était entretenu aussi par la nouveauté. Et notre esprit est comme ça. À chaque fois qu'il a quelque chose de nouveau, eh bien, il retrouve de la vigueur, hein, pour découvrir quelque chose de nouveau. Seulement, 6 mois après, quand vous êtes toujours dans la même pratique, eh bien, il y a l'ennui, hein, qui s'installe, il y a la routine, quoi. Et c'est toujours le même texte, et c'est toujours la même chose, la même visualisation quand on récite le mantra, ou etc. Ou faites chiner pendant 6 mois comme ça. Vous allez voir, il y a des jours où on ne peut pas passer à autre chose, ça va, quoi, j'ai donné. Et c'est très intéressant de vivre ça, parce que l'effort, enfin l'enthousiasme, il faut le trouver en soi. Et ce n'est plus un enthousiasme qui est dépendant, eh bien, d'une nouveauté quelconque. Et ça, c'est le gros problème des pratiquants. Et on y passe tous, hein. La lassitude. Oui, ce n'était pas cette pratique-là qu'il me fallait. Non, il me faut celle-ci, quoi. Mais manque de peau, 3 semaines après, 1 mois après, on ressent le même problème, quoi. Alors, eh ben, on reprend une 3e pratique. Et à chaque fois, on se dit, oui, le lama, il s'est complètement planté, il ne me connaît pas, il me... Oui, voilà, c'est pas ce que je dois faire, quoi. Alors je fais, je choisis, et puis je fais. Puis on se rend compte que l'enthousiasme, 3 semaines après, est retombé, et on passe sa vie à papillonner, comme ça. Et ça, c'est ce qu'appelait
Trungpa Rinpoche appelait ça le matérialisme spirituel. D'accord, on ne collectionne plus de timbres, on ne collectionne plus de voitures, on ne collectionne plus de femmes ou de je ne sais pas quoi, hein, mais on collectionne les pratiques. Et alors on cumule et on collectionne les initiations. Oh ben non, celle-ci c'est pour débutants, mais celle-ci par contre elle est rare, donc il faut que j'y aille, quoi. On collectionne les pratiques. On ne les refera jamais, mais c'est là. Comme on dit, c'est une connexion. Ça fait une connexion. On tourne tout au niveau du dharma, si vous voulez. Mais en fait, on est dans le matérialisme spirituel. Et Trungpa Rinpoche a vraiment très bien décrit tout ça, quoi. Il y a des ouvrages. Le premier livre que j'ai lu du dharma, c'était un ouvrage de lui, c'était Pratique de la voie tibétaine, et en sous-titre, c'est Au-delà du matérialisme spirituel. Je n'ai rien compris au bouquin, mais j'ai su que là, je touchais quelque chose qui me convenait. Mais quand vous relisez ça, mais qu'est-ce qu'il voyait juste, quoi. Les subtilités du fonctionnement de l'esprit qui récupère tout, l'ego qui récupère tout, quoi. Et sous des apparences très spirituelles, eh bien, en fait, on continue de collectionner. On ne collectionne plus les mêmes choses, mais on continue de collectionner. Et il disait alors, c'est comme... c'est continuer d'être enchaîné. Vous n'êtes plus enchaîné par une chaîne en vulgaire métal tout rouillé. Vous êtes enchaîné par une chaîne en argent ou en or. Oui, mais vous êtes toujours enchaîné, quoi. Donc l'effort juste, eh bien, c'est intéressant parce qu'il faut trouver cette énergie en soi. Alors bien sûr que de temps en temps, on a besoin d'être boosté. Alors on peut aller rediscuter avec le lama qu'on connaît, on peut aller se rebooster auprès de la sangha aussi. Le fait de pratiquer ensemble, le fait de voir que les autres, bah, en fait, traversent les mêmes difficultés que moi. Et puis il n'y a pas que des difficultés, il y a des moments aussi très agréables dans la pratique, hein. Mais la sangha, ça fait partie des 3 joyaux, quoi. Ben, ce n'est pas pour rien. Alors on a vu l'effort juste, on a vu alors l'attention juste. Ben, l'attention juste, hein, on en parle depuis hier pas mal, c'est maintenir cette attention. Et c'est un des éléments les plus importants. Savoir ce qui se passe dans notre esprit, comment est notre esprit. Et on peut même, par l'attention, anticiper le type de réaction qu'on va produire dans telle ou telle situation. S'il n'y a pas cette attention, l'esprit continuera de papillonner à droite et à gauche. Et cette attention va aboutir à la concentration juste. Alors, je n'aime pas trop le mot concentration, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'être concentré sur un point et de ne plus rien voir autour, et ne pas être conscient de ce qu'il y a autour, mais c'est la non-dispersion, ou la non-agitation, la non-distraction. Faire en sorte que notre esprit, malgré les sollicitations, ne soit pas emporté à droite et à gauche comme un fétu de paille, quoi. Donc il y a un apprentissage de la stabilité et ça c'est le fruit de la pratique. Mais c'est le fruit de la pratique régulière, hein. Et c'est le fruit de l'attention, quoi. Donc ces 3 éléments de l'octuple sentier, eh bien, sont vraiment destinés à la méditation. Et puis alors après, il y a la pensée juste. Alors la pensée juste, eh bien, c'est toutes les pensées relatives à la bodhicitta, justement. Avoir des pensées... des pensées de compassion, de bodhicitta. Donc les souhaits, par exemple, c'est des pensées, c'est développer des pensées positives, on va dire, si on peut dire. Et puis il y a la compréhension juste. Et la compréhension juste, eh bien, c'est le fait de comprendre la nature des phénomènes et la nature
de l'individu, c'est-à-dire le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Comprendre l'impermanence, par exemple. Comprendre l'interdépendance. Comprendre qu'il n'y a rien qui existe par soi-même, en soi-même, mais que tout existe en interrelation. Alors, on établit l'octuple sentier de cette façon-là, l'éthique, la méditation et, on va dire, la connaissance ou la sagesse, en sachant que ces 8 éléments doivent être pratiqués ensemble. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que le Bouddha a commencé par enseigner dans l'octuple sentier la compréhension juste. Il n'a pas commencé par l'éthique, par enseigner l'éthique. Il a commencé par la compréhension juste et par la pensée juste. Mais d'abord la compréhension juste. C'est-à-dire que et Rinpoché enseigne beaucoup ça, et il commence beaucoup par la compréhension. Si nous avons une compréhension de la nature des phénomènes, par exemple, si nous avons une compréhension de l'interdépendance et de l'impermanence, l'éthique va suivre. Parce que c'est justement par la compréhension de l'interdépendance, eh bien que le souci des animaux, des autres êtres, etc., mais va s'élever de façon naturelle dans notre esprit. Donc la compréhension juste, c'est un élément, eh bien, il ne faut pas se dire je vais m'en occuper quand j'aurai vu les 7 autres points de l'octuple sentier. Il faut s'habituer à voir l'impermanence, à voir l'interdépendance. Attendez, pourquoi aller s'asseoir sur son coussin pendant des heures et tous les jours, etc. C'est pour ça qu'au début c'est mercredi, où j'expliquais que, en fait, pour moi, c'est un avantage de ne pas être né dans une famille bouddhiste. Parce qu'il y a eu un moment, un enthousiasme quand même dans mon esprit, quoi, par le fait d'avoir découvert cette voie, etc. Et je l'ai choisie, etc. Donc après, c'est à nous, à chacun de nous, eh bien, de maintenir cet enthousiasme. Mais Kalu Rinpoche nous disait, gardez votre esprit de débutant. Mais je trouve que ça, c'est garder notre esprit de débutant. C'est de se dire de temps en temps, mais pourquoi je suis venu au Dharma? Personne ne m'y a obligé. Je suis venu par moi-même, quoi. Qu'est-ce qui m'a emballé au départ? C'est pas ma rencontre. En ce qui me concerne, ce n'est pas ma rencontre avec quelqu'un. C'est ma rencontre avec le Dharma. J'étais en recherche d'une voie, et c'est ma rencontre avec l'enseignement du Bouddha qui m'a complètement, alors là, enthousiasmé, motivé, etc., quoi. Mais ça, avec le temps, ça peut s'effriter, hein. Et il faut revenir à ça. Il faut garder cet esprit-là de débutant, quoi. Avoir un esprit neuf de celui qui découvre la voie, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre les mêmes enseignements présentés par d'autres personnes. Et quelquefois par d'autres maîtres dans d'autres voies bouddhistes. Je vous parle de moi, mais les enseignements d'Ajahn Chah dans les moines de la forêt, ça m'a complètement emballé, et ça m'a complètement transformé ma compréhension du Dharma. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau de découvrir comment ce maître thaïlandais présentait les mêmes sujets que je connaissais par cœur. Mais sa façon de les présenter, j'ai trouvé ça un bon moment de fraîcheur, quoi. Et puis, il peut y avoir un maître zen, mais qui présente les 4 nobles vérités tout à fait autrement. Et à ce moment-là, c'est vraiment enthousiasmant de comprendre autrement l'enseignement, par une autre façon de l'aborder. Et ça enrichit notre compréhension. Et il faut avoir cet esprit de fraîcheur du débutant et être en quête d'enseignement pour qu'on retrouve cette joie initiale, quoi, qui fait qu'un jour, on est allé dans un centre et on a commencé à méditer, voire on a pris refuge, voire on a pris des vœux de moine, etc.
Parce que tout ça, avec le temps, vous savez, ça peut s'effriter. Et c'est ce que je dis, mais alors on devient des vieux routards du Dharma qui n'en ont plus rien à secouer et qui se traînent, quoi. C'est pas très enthousiasmant, ni pour soi, ni pour les autres qui découvrent la voie. Hein. Comment? Au niveau du micro, c'est tellement puissant le micro, on l'entend rigoler. Il peut y exister une pratique, chez Thich Nhat Hanh, il y en a une, c'est la pratique du renouveau. Par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais... Bah, quelle intention je pose, quelle action je Ouais. pose, Ouais, c'est bien. par rapport aux graines que je veux. Ça Ah permet oui. de renouveler justement l'engagement aussi, quoi. Vous savez, c'est quand même pour toute chose, je crois que qu'il y a une certaine durée. Hein. Je crois que ceux qui sont en couple, vous savez bien que de temps en temps, il faut un petit peu renouveler la donne, hein, parce que bonjour l'ennui, quoi. Hein. Mais c'est pareil pour notre pratique. Je ne crois pas qu'il y ait une façon de fonctionner différente pour la pratique que pour ce que l'on pratique dans la vie de tous les jours. C'est la même façon de fonctionner de l'esprit, quoi. Hein. Donc, les difficultés qu'on trouve dans la vie quotidienne, on les retrouve dans notre pratique. Hein. On ne laisse rien derrière la porte, quoi, je crois. Vraiment. Ok, on continue ce soir, cet après-midi. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.